Ok. Donc, on est parti pour la revue d'actualité pour le mois d'octobre. Donc, c'est ma première présentation. Donc, si jamais je mets des éléments ou si vous voulez peut-être corriger certains points, n'hésitez pas à me reprendre. Donc, on va commencer sur les bulletins de la semaine, enfin du mois. Donc, tout d'abord, le dernier patch Tuesday qui a beaucoup fait parler de lui, notamment avec la vulnérabilité Zero Logon qui permet de faire de l'élévation de privilèges et de prendre le contrôle de n'importe quel compte du domaine et notamment de réinitialiser le mot de passe de n'importe quel élément du domaine. Et en autre code d'exploitation, une RCE sur Exchange qui permettait via l'utilisateur Data Loss Prevention d'exécuter du code arbitraire. Donc, on a continué à avancer sur le calendrier, on va dire l'échéancier par rapport à la fin de support de certains produits Microsoft qui avaient déjà été repoussés suite à l'épidémie de coronavirus. Donc là, on arrive sur la fin de Q4 2020, ce qui fait qu'on devrait bientôt voir la fin de support pour les Windows 10 19.03, 18.03 et 17.09. Et souvent, les entreprises ne le savent pas, n'ont pas conscience de ça, ont l'impression que comme les dernières versions de Windows 10 sont supportées, les anciennes aussi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça peut vraiment être un problème en entreprise. C'est ça. Pour les... Question de Béotien, comment on passe de Windows 10 à Windows 10? Est-ce qu'il suffit d'appliquer les mises à jour? Oui, mais enfin, il ne suffit pas d'appliquer les mises à jour. Tu as les bulletins mensuels des mises à jour de sécurité. Et 2 fois par an, tu as les mises à jour. Alors, c'est Anniversary, mais il y a un autre nom que j'ai oublié, qui font des mises à jour majeures avec plein d'ajouts fonctionnels. Et ce sont ces versions-là qui sont maintenues dans le temps. Après, tu as la tricherie qui consiste à installer les versions LTSC, donc les versions figées dans le temps et qui sont supportées plusieurs années. Qui globalement ont à peu près les mêmes fonctionnalités, moins certains trucs type le store ou des choses comme ça, enfin ce que personne n'utilise. Mais sinon, effectivement, tu dois avancer à marche forcée à mettre à jour quand même fonctionnellement assez souvent. Avec tous les risques que ça induit, comme on l'a vu par le passé, perte des données, disparition du support du disque SSD, plein de problèmes. Pour les codes d'exploitation qui ont été publiés, donc le premier concernait les serveurs Exchange, donc qui nécessitent quand même comme prérequis la présence d'un utilisateur Data Loss Prevention, qui est notamment utilisé pour tout ce qui est redondance et récupération de données. Et donc, il y avait une vulnérabilité dans le parsing des fichiers XML qui permettait du coup d'exécuter des commandes arbitraires sur le serveur Exchange. Donc, vu que c'est des serveurs qui sont généralement liés au domaine, on peut penser à des effets de bord et des rebonds derrière sur les comptes du domaine. Pour ce qui concerne Zero Logon, donc c'est une vulnérabilité qui impacte principalement le protocole NetLogon, qui était dû à l'utilisation d'un algorithme de chiffrement donc qui était AES, mais sous une version chiffrement en bloc, et qui, dans certains cas très rares, je crois qu'il y a une chance sur 256, on pouvait en fait obtenir un mot de passe, enfin un secret généré qui était vide. Et donc, à partir de ce secret, on pouvait s'authentifier sur le contrôleur de domaine avec n'importe quel compte. Et suite en fait à une fonction qui n'était pas nécessairement documentée, on pouvait exécuter une commande. Et donc, il y a des chercheurs de Secura Labs qui ont réussi à retrouver en fait, en gros, un code d'exploitation qui permettait de réinitialiser le mot de passe du contrôleur de domaine. Alors le problème de ce code d'exploitation, c'est que bien qu'on puisse prendre le contrôle du domaine, ça va provoquer des effets de bord indésirables, donc notamment des problèmes de synchronisation entre les différents contrôleurs de domaine. Et donc récemment, on a eu le chercheur Tirkjan qui a réussi à faire une deuxième version qui exploitait cette fois-ci un bug en plus du spooler d'impression pour forcer une requête et qui permettait en fait de faire une requête DC-Sync et donc récupérer en fait toute la base Active Directory. Et donc à partir de là, on pouvait récupérer tous les mots de passe du domaine. Et alors, un petit explicatif quand même concernant le correctif, parce que pour tous ceux qui ont appliqué les correctifs et qui pensent que c'est terminé, ce n'est pas du tout terminé malheureusement.
En fait, le problème, c'est que comme la vulnérabilité vient de Zero Logon, Microsoft ne pouvait pas directement couper. Parce qu'en fait, la solution qu'ils ont mis en place, elle est double. Ils ont mis en place une espèce de blocage des tentatives d'attaque en limitant en fait l'exploitation de la vulnérabilité. Mais le problème, c'est que alors, la probabilité est faible, mais potentiellement, il peut y avoir des effets de bord. C'est-à-dire qu'il peut arriver des cas où un utilisateur essaie vraiment de s'authentifier et tombe sur le cas où c'est bloqué par Microsoft. Donc, dans un premier temps, il limite en fait l'exploitation de la vulnérabilité et aussi ajoute des événements systèmes qui permettent de détecter à la fois les systèmes anciens qui utilisent encore NetLogon et l'ancien système de chiffrement, et aussi les potentielles tentatives d'exploitation de la vulnérabilité. L'idée, en gros, c'est d'être dans une période de surveillance jusqu'à février, et à partir de février, ils vont déployer le vrai correctif qui, là, par contre, va désactiver totalement la fonctionnalité. Donc, vous pensiez avoir mis en place un correctif qui aurait réglé le problème, et en fait, en février, si vous ne faites rien, vous risquez de vous retrouver avec des pannes de certaines applications, certains services. C'est ça. Petit élément aussi amusant, étant donné que c'est le protocole NetLogon qui est affecté, les contrôleurs Samba sont également affectés par la vulnérabilité. Oui, oui, c'est rigolo. Alors, sur le slide suivant, on vous a fait une espèce de petites recommandations sur les étapes à suivre. Alors, ça n'engage que vous si vous les suivez, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de faire ça en plusieurs étapes. La première, c'est d'avoir une période d'observation jusqu'à la fin de l'année, avant les fêtes, pour essayer de détecter quels sont les systèmes. Ça laisse quand même 3 mois, quasiment 2 mois et demi, pour essayer de détecter quels sont les systèmes qui utilisent encore NetLogon et sur lesquels il faudra agir. Moi, je recommanderais de commencer à activer la fonctionnalité qui va renforcer le système après les fêtes. Pour ne pas mettre ça en place le 26 décembre, je pense que ce serait une très mauvaise idée. Et ensuite, de garder un petit mois encore d'observation entre janvier et février, puis entre février et mars, déployer le correctif qui sera publié par Microsoft début février. Après, c'est une recommandation, vous en faites ce que vous voulez, mais globalement, ça peut être pas trop mal de rester à peu près dans ces phases-là. Après, en ce qui concerne donc, les vulnérabilités qui affectent les navigateurs, on est sur, pour la plupart, des problèmes de gestion de la mémoire, notamment par Edge avec son moteur JavaScript Chakra Core, et notamment des prises de contrôle, donc des use after free, dans le composant WebGL de Firefox, et dans le composant WebRTC, NFC, printing donc de Google Chrome, potentiellement de l'exécution de code possible. Au sein de GitLab, on a 13 vulnérabilités qui ont été corrigées ce mois-ci. On va dire que l'une des plus graves, c'est GitLab Runner qui permet d'exécuter automatiquement du code lors d'un commit. Donc, ça peut être utilisé notamment pour tout ce qui est intégration continue. Donc, on a vu qu'on pouvait détourner en fait, le programme pour exécuter du code arbitraire. Et on a vu également une erreur d'autorisation dans le jeton de déploiement qui pouvait permettre du coup à des personnes non autorisées d'accéder à des dossiers restreints. Enfin, sur tout ce qui est Citrix, on a des choses assez basiques, CSRF et une erreur de gestion des privilèges. Ce mois-ci, on a vu également pour tout ce qui était les routeurs, enfin pour tout ce qui était pfSense, la présence d'une CSRF dans le chemin diagcommon.php qui permettait du coup via une requête POST d'exécuter purement et simplement des commandes. Donc l'exploit est disponible publiquement. Donc là, c'est presque en un clic. Et on a vu également des vulnérabilités au sein de BigIP, notamment via leur serveur bind embarqué qui permettait de causer un plantage applicatif. Pour Cisco, l'une des vulnérabilités qui, je pense, n'a pas beaucoup fait parler de soi, parce qu'en soi c'est assez local, c'est sur la version Windows de WebEx. Il était possible, en fait, il n'y a pas de vérification sur l'intégrité des DLL. Et donc, c'était possible de faire du DLL checking pour exécuter du code arbitraire. Et dans les systèmes iOS XE et iOS, il y avait un manque de validation qui permettait d'obtenir des accès administrateurs sur le système juste en envoyant une requête HTTP. Il y avait une autre erreur assez similaire qui permettait cette fois-ci de changer la configuration du routeur sur les Cisco Identity Services.
Le coût du DLL hacking, c'est toujours hyper intéressant parce qu'une fois qu'un logiciel est vulnérable à ça, alors ça dépend des conditions, mais potentiellement, si on compromet une machine, on peut, si on a gardé ce logiciel dans sa trousse d'outils, le déposer sur la cible, mettre sa DLL malveillante et utiliser ce logiciel légitime pour charger sa DLL malveillante. C'est beaucoup plus discret que de charger directement sa DLL malveillante avec un autre moyen ou un exécutable malveillant. Donc ça, c'est vraiment problématique, parce qu'une fois que le binaire WebEx existe, il suffit de le récupérer et entre guillemets, ad vitam aeternam, on peut le réutiliser. Sauf après le blacklister, mais voilà. Ça, c'est pas mal côté attaquant. Ça permet aussi d'éviter de passer par Run DLL32 qui commence à être de plus en plus surveillé. Tout à fait. Sur Android, on a eu beaucoup de vulnérabilités qui ont été corrigées, normalement, qui vont en fait de la divulgation d'informations à l'élévation de privilèges et notamment contournement de restrictions de sécurité. Et donc, si on refait le top des vulnérabilités pour ce mois d'octobre, on voit que sur Microsoft, on est près de la barre des 1000 vulnérabilités corrigées. Donc, ce sera très probablement dépassé d'ici ce soir. Donc, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire nécessairement que l'éditeur qui est ici est nul, entre guillemets. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche et qui repèrent des potentielles failles de sécurité. Ça ne compte pas non plus les doublons entre les différentes versions. Typiquement, sur Microsoft, on peut avoir une vulnérabilité qui affecte Windows 7, Windows 10 et Windows 10 encore. En ce qui concerne un peu l'actualité, donc la première nouvelle est assez triste. Il y a une patiente qui est décédée. C'est la première fois en fait qu'on parle de décès entre guillemets à cause d'une attaque par ransomware. En fait, la personne devait être hospitalisée à l'hôpital de Düsseldorf pour des soins urgents, sauf que les systèmes informatiques avaient été notamment compromis par un ransomware, ce qui a forcé en fait les secouristes à la transférer à l'hôpital de Wuppertal, qui est à une trentaine de kilomètres, et malheureusement pour la patiente, elle est décédée pendant le trajet. D'après les attaquants, ils essayaient de s'attaquer en fait à des secteurs de l'éducation. Donc, Düsseldorf possède en fait un CHU, donc un centre hospitalier universitaire, et donc ils ont proposé de fournir la clé de déchiffrement à titre gracieux, ce qui paraît du coup être la moindre des choses. Mais ça montre quand même le véritable sujet. On parle de plus en plus du secteur de santé, qui est la cible de beaucoup d'attaques, notamment des opérateurs de ransomware, parce que c'est des systèmes qui ont beaucoup de legacy et qui ne sont pas patchables facilement. Donc il y a des véritables sujets sur ça. Je pense que ce genre de cas va encore mettre en lumière le véritable besoin qu'on a sur ce sujet-là. On parlait du coup du DLL hijacking sur WebEx. On a également des acteurs qui embarquent directement leur malware dans l'exécutable. Donc pour un installateur VPN qui était distribué sur des sites de Warez. Donc en installant le VPN, en fait, en même temps, l'utilisateur installait une backdoor qui permettait aux opérateurs du coup, de télécharger, exécuter des fichiers et exfiltrer diverses informations comme les captures d'écran, frappe clavier ou encore les mots de passe stockés sur le système. Ça, c'est pas nouveau. On fait ça depuis toujours, en fait, de proposer des logiciels craqués en mettant soit des virus, soit des CNC dedans ou des bots. C'était la base sur instalavista.box.sk. Quand tu téléchargeais un logiciel gratuit, pour un logiciel gratuit, tu avais un logiciel offert, quoi. C'est ça. Donc ensuite, c'était une vulnérabilité qui concernait les environnements cloud, AWS et GCP. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose dessus, Vlad. Très rapidement, parce que l'exploitation est relativement velue, mais c'est plutôt intéressant parce qu'en gros, les chercheurs de Google Project Zero ont réussi à trouver un moyen de contourner en fait un vault particulier qui est celui-là, la HashiCorp, qui est utilisé sur certains fournisseurs de cloud, et donc de contourner la gestion des identités AWS et GCP, et donc de réaliser des actions en prenant l'identité de compte de service. C'est plutôt intéressant. Voilà. Ah oui, donc ça c'est juste parce que ça, on en a pas mal parlé, mais Software AG, donc, qui est une société allemande mais qui a une forte présence en France,
a été victime d'un ransomware. Donc, c'est une société qui fait essentiellement du développement. Et donc, il y a eu une rançon de 20 millions de dollars qui a été demandée. La rançon n'a pas été payée et donc il y a 19 gigas de données qui ont été publiées sur un point Onion. Et apparemment, ce que disent les attaquants, c'est que des terras de données seraient sortis. Mais bon, voilà, donc c'est assez dur. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils réagissent chez Sotorager, mais ça doit être assez dur chez eux en ce moment. Et il disait que c'était la deuxième plus grosse entreprise d'Allemagne, je crois. Oui, je crois qu'il y a plus de 10 000 salariés en Allemagne. Oui. Ouais. C'est un élément assez important. On continue sur Mailfire. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Oh, non, t'inquiète. Donc, une fuite de 320 millions d'enregistrements qui concerne notamment des sites de rencontres et e-commerce. Bon, là, encore une fois, c'est pas grand-chose de nouveau. C'est un cluster Elasticsearch qui était exposé sur Internet sans la fonctionnalité d'authentification. Là où le bas blesse, c'est que ça contenait notamment le nom complet des personnes, leurs IP, des informations de géolocalisation, des fois même des photos et dates de naissance. Donc on peut imaginer derrière avec le RGPD, on peut imaginer une suite légale derrière. Concernant encore une fois donc une attaque très nouvelle qui concerne du coup des faux sites de logiciels utilisés donc pour répondre cette fois-ci à un ransomware. Là où c'est intéressant, c'est que ces sites de téléchargement sont promus par des régies publicitaires. Donc, par exemple, comme PopCache, qui du coup incite les utilisateurs à cliquer pour récupérer les logiciels. Et ce logiciel était généralement dans une archive zip qui était protégée par mot de passe pour éviter les analyses automatiques sur ce qui pourrait être notamment quand c'était stocké, par exemple, sur des Google Drive. En ce qui concerne, on avait vu l'année dernière Oui, c'est sale. Compromis par un ransomware. Il y a du nouveau dans cette affaire apparemment. Lorsqu'ils se sont pris l'attaque, ils ont eu en fait 2 demandes de rançon. Donc, la première par le logiciel et une autre qui était venue par mail. Et finalement, après une enquête du parquet, il semblerait que ce soit l'un des consultants qui est intervenu lors de la réponse à un incident qui était en fait derrière cette deuxième demande de rançon. Donc, la personne était évidemment accusée d'escroquerie et abus de confiance. Cette personne a du coup déclaré que son poste avait été compromis. Ouais. C'est une personne qui était intervenue, c'était 2 de Microsoft à intervenir sur la réponse à incident. Apparemment, la personne, depuis, je crois qu'elle est chez Capgemini. Et oui, sa défense, c'est de dire, en fait, c'est son mail perso qu'il utilise, qui a été utilisé pour une création d'une boîte. Enfin, c'est tout pointe vers lui. Et ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il est expert en sécurité et que s'il avait fait ça lui-même, il ne se serait pas fait attraper. Donc, les erreurs sont trop grossières, donc ça ne peut pas être lui. Mais c'est quand même hyper sale de se dire que la personne qui vient pour la réponse à un incident, donc déjà d'une entreprise à terre, essaie d'en profiter, alors c'est potentiel, hein, mais essaie d'en profiter pour récupérer de l'argent, c'est vraiment sale. D'accord. Sur quelque chose de plus impressionnant techniquement et un peu plus éthique, il y a un chercheur qui a publié, qui affirme pouvoir jailbreaker la puce T2 d'Apple. Donc en fait, c'est un composant hardware qui est un petit peu l'équivalent de la TPM sur le poste Windows et qui permet notamment de gérer tout ce qui est SEP, opération cryptographique sur la keychain, authentification par Touch ID et le Secure Boot. Et donc, ce chercheur affirme qu'il a réussi à contourner finalement cette puce en utilisant des vulnérabilités qui ciblaient iOS et qui étaient déjà connues, à savoir Checkmate et Blackware. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut faire entre guillemets du neuf avec du vieux. Et étant donné qu'en fait c'est une vulnérabilité hardware, il n'y a pas de correctif possible. Donc, à voir comment est-ce que Apple va gérer ça, s'ils vont accepter entre guillemets le risque pour l'instant ou s'ils vont mettre en place une nouvelle génération de puces. Ça ne permet pas de déchiffrer la partition, et par contre, comme on peut injecter une porte dérobée dans le firmware, en fait, finalement, une fois que l'ordinateur est booté, on peut avoir accès à tout, par exemple, par le réseau. Je reviens juste sur le sujet Edenred juste avant. Pour participer à pas mal de réponses à incidents et de sujets sur des sociétés externes qui viennent répondre aux incidents,
En général, ce sont des gens de confiance, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même les surveiller, parce que souvent, ce sont des gens qui sont amenés à avoir accès à des données relativement sensibles, confidentielles. Parfois, je l'ai vu dans certains cas, qui déploient des EDR, par exemple, ou des outils de réponse à incidents sur tout le SI, et qui deviennent route sur tous les composants du SI. Et donc, il est vraiment très, très important de quand même surveiller ce qu'ils font, de faire des rapports réguliers et de ne pas non plus faire une confiance aveugle. Concernant tout ce qui est attaque, on continue sur Emotet. On en avait parlé rapidement le mois dernier. L'ANSSI a publié une alerte au début septembre sur l'activité d'Emotet qui était en forte croissance en France et qui notamment privilégie les attaques par phishing pour avoir leur premier accès. Ce qui est vraiment dangereux avec Emotet, c'est pas seulement la charge, c'est ce qu'elle va déployer derrière, puisqu'on voit que généralement Emotet est utilisé pour déployer des RAT ou autres outils d'accès à distance comme TrickBot. Et on a déjà vu dans le passé, une fois que TrickBot était installé, permettre du coup la propagation puis le déploiement de Ryuk. Donc il y a un ransomware et là les dégâts sont vraiment colossaux. Je me suis permis de reprendre certains éléments de l'alerte pour que vous puissiez avoir en fait une liste d'IP et de noms de domaine à surveiller. Donc au niveau de vos passerelles sortantes ou de vos SIEM. Donc il y a Cryptolemus et Feodotracker qui tous les jours publient des listes et qui maintiennent à jour en fait les listes des C2 d'Emotet. Un point qui est intéressant avec Emotet, c'est que pour compromettre davantage l'utilisateur, il va répondre à des vieux threads par mail en incluant du contenu malveillant dans le mail qu'il va envoyer. Les collaborateurs vont être piégés par un de leurs proches collègues en cliquant sur un des liens malveillants. Ça marche très bien. On a vu également des chercheurs de Checkpoint qui ont présenté à la Virus Bulletin finalement comment est-ce qu'ils ont réussi à établir une carte d'identité d'un développeur d'exploit qui s'appelle Volodoya. Donc ils ont montré en fait comment est-ce qu'à travers comment est-ce qu'en décompilant l'un de ces malwares, ils ont réussi finalement à retrouver des sortes de design patterns utilisés du coup par le développeur et comment est-ce que finalement l'écosystème entre guillemets des développeurs de malware était beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait. C'est-à-dire qu'avant on avait une seule personne qui s'occupait de développer et finalement d'opérer le malware de bout en bout. Et maintenant, en fait, on va voir que le malware, ça va être plus un amas de différents codes. Et on va par exemple acheter des codes d'exploitation, des codes one day, pour du coup maintenir un accès ou pour finalement adapter sa charge à l'entreprise qu'on cible. Donc c'était vraiment intéressant d'un point de vue technique. Et donc le white paper est disponible publiquement sur le site de Checkpoint. Et du code de Stack Overflow aussi, non? Je ne crois pas l'avoir vu, à vérifier. Et pour la blague, en fait, Volodia en russe, ça se prononce Volodia et c'est le diminutif de Vladimir. Mais c'est pas moi. Promis. Sinon, concernant les ransomware, donc, on a la société Tyler Technologies qui a été compromise par RansomX. Donc, c'est une plateforme qui est notamment utilisée pour faire des statistiques sur tout ce qui est les différents votes. Et donc, ils ont payé, je crois, une rançon de plusieurs millions de dollars pour pouvoir déchiffrer leurs données. Alors après, je crois pas qu'il y ait eu de publication, puisqu'on sait que maintenant, les opérateurs de ransomware aiment bien faire double peine. Donc, une rançon pour déchiffrer les données et une deuxième rançon pour ne pas publier les données exfiltrées. Concernant sinon, en France, on a une entreprise CMA-CGM qui du coup, elle, a été victime de Ragnar Locker, mais pour éviter la propagation de la compromission, ont décidé finalement de mettre hors ligne tout leur système. Et ils ont du coup communiqué sur leurs différents réseaux de passer en fait par les agences locales pour gérer les différentes commandes. Donc c'est assez intéressant comme approche
est assez violent finalement, puisque du coup, ça consiste à arrêter toute la production informatique. Et je pense qu'il doit y avoir des processus assez solides pour pouvoir maintenir l'activité. Ça me faisait penser à la compromission la compromission de Maersk à l'époque, où ils avaient décidé d'être très transparents sur le fait qu'ils avaient été compromis et sur comment est-ce qu'ils géraient la compromission. Concernant l'espionnage, toujours à la Virus Bulletin, il y a le groupe, il y a des chercheurs des aides qui ont présenté du coup le groupe XZ Spy, qui était un groupe APT qui ciblait beaucoup d'entités gouvernementales d'Europe de l'Est depuis 2011 et qui avait comme particularité d'être assez discret et d'utiliser beaucoup de code finalement one day pour maintenir leur accès dans les systèmes. C'était assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils faisaient pour... ils n'avaient pas nécessairement d'action entre guillemets bruyante comme par exemple déployer un ransomware pour indiquer qu'ils étaient là. Ils récupéraient juste leurs informations et une fois que leur opération était terminée, ils passaient à la suivante. Sinon, après l'ANSSI, on a la CISA qui a publié une alerte. Donc, la CISA, qui est l'agence de sécurité américaine, qui expliquait qu'il y avait des campagnes d'attaque liées au gouvernement chinois en cours contre les institutions américaines. Deux choses à retenir. La première, c'est que ces attaquants utilisent beaucoup d'outils d'exploitation disponibles publiquement, à savoir Mimikatz et donc Cobalt, mais là, il faut aller chercher un peu plus loin. On remarque également l'utilisation de China Shopper, qui lui n'est pas disponible publiquement, mais qui commence à être plutôt documenté. Et la recommandation qui est assez intéressante et qui paraît entre guillemets évidente, c'est la CISA en fait recommande aux agences de mettre à jour leur système pour éviter en fait les compromissions triviales via des codes d'exploitation publique, notamment les codes liés à Plus Secure par exemple, qui permettent de faire de l'exécution de code sans authentification. Ou là, on avait vu également, voilà, c'est ça, principalement. Et donc voilà, sinon on avait aussi donc les États-Unis qui sanctionnaient l'entreprise iranienne Rana, qui effectuait des opérations notamment d'espionnage sur les dissidents iraniens et les entreprises de télécom des pays environnants. Côté publication, il y a deux éléments qui ont marqué ce mois-ci. Donc, la NCSC qui a publié un guide pour implémenter le security.txt, finalement, donc, qui est un fichier à mettre sur les sites web pour contacter les équipes sécurité en cas de problème avéré et détecté. Donc, c'est censé en fait faciliter le processus de divulgation. Donc, si jamais on repère une faille de sécurité, quelles sont les personnes à contacter? Ça permettra également de faciliter à terme la résolution de ces problèmes de sécurité. Et vu que le bug bounty devient de plus en plus populaire, pourquoi pas également rémunérer la personne qui a trouvé ça. De l'autre côté, c'est un peu plus technique, c'est la NSA qui publie un guide de personnalisation de l'UEFI. Donc l'UEFI, c'est le standard qui va remplacer le BIOS pour tout ce qui est démarrage des systèmes. Et donc, notamment dedans, on voit comment personnaliser l'UEFI pour l'intégrer avec la TPM et également mettre en place le Secure Boot, qui est du coup finalement la vérification de l'intégrité de la chaîne de démarrage. Et donc, comment l'intégrer via le composant physique de la TPM. Sinon, encore une fois, toujours dans la publication, il y a le CISA qui a publié un guide de pratique à mettre en place pour faire face au ransomware. Donc, c'est un guide qui est en deux parties. Le premier, c'est les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter la compromission. Et la deuxième partie du guide, c'est la checklist pour mener la réponse à incident si, malgré la première partie, on est quand même victime d'un ransomware. Donc, le guide est vraiment bien fait pour le coup. Il est très accessible. Et donc, je vous recommande vivement d'aller voir, ne serait-ce que pour votre curiosité. Et donc, enfin, il y a le groupe d'intérêt public ACIMA qui a publié une liste de recommandations qui concerne la sécurisation du télétravail, qui est un sujet de plus en plus nécessaire au vu du contexte. Et donc, ça
ça met principalement des bonnes pratiques d'architecture système et réseau, tout ce qui va être segmentation, gestion des accès. Côté nouveauté, on a la publication de la matrice Shield par le MITRE. Donc cette fois-ci, au lieu de mettre en place les différents modes opératoires des attaquants, comme on avait vu avec la matrice attaque, la matrice Shield, en fait, c'est une matrice pour les défenseurs qui va en fait cartographier toutes les actions pour pouvoir détecter et également réagir aux différentes attaques. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une sorte de mapping entre la matrice Shield et la matrice attaque. Donc, normalement, on est censé pouvoir faire des corrélations entre les différentes matrices et se dire, bon, bah, par exemple, pour un accès initial via phishing, normalement, j'ai des mesures pour pouvoir le détecter et j'ai des mesures pour pouvoir répondre. Le deuxième point, c'est une technique finalement assez ancienne et qui revient au goût du jour, qui consiste toujours à piéger des documents Office. Et l'idée, en fait, c'est d'intégrer ou de demander avec une macro d'aller télécharger une librairie, donc une DLL compilée, mais qui exporte une fonction particulière qui est la XL AutoOpen, en fait, qui en fait une librairie spécifique pour Excel, donc qui s'appelle la XLL, qui est format Excel, et donc qui permet d'avoir du code compilé que l'on peut soit intégrer comme un objet en plus dans un fichier Excel, soit directement aller télécharger ça sur Internet et donc exécuter du code. Ce mois-ci, donc, on a vu beaucoup d'activités sur tout ce qui va être acquisition. Donc, on a eu PagerDuty qui a racheté Rundeck et CrowdStrike qui faisait l'acquisition de Preempt Security. Celle qui a vraiment marqué ce mois-ci, c'est Ivanti qui a récupéré donc Mobile Iron, qui est une solution de gestion de flotte mobile, donc qui vous permet en fait de gérer la configuration des téléphones portables, les applications qui sont installées dessus. Et ils ont également récupéré du coup Pulse Security. Donc ça faisait un peu coup double pour ce mois-ci. Et dans le même temps, donc, il y a Quant qui a présenté son résultat cette année, enfin de l'année 2019, pardon, avec un résultat net du coup de moins 23 millions d'euros, ce qui est une forte perte comparée à l'année d'avant. Donc ça peut être dû, je pense, à beaucoup de choses. Globalement, c'est que le moteur ne marche pas assez bien et voilà, les gens restent malheureusement sur du Google plutôt en Europe et États-Unis et Yandex en Russie et Baidu en Chine. Ils ont du mal. Je pense à Google reste le numéro 1 avec Yahoo et Bing en challenger. Alors ça, c'est très très récent, ça date de cette semaine. C'est la Cour européenne de justice qui a en gros confirmé un arrêt de 2016 Télé 2 qui en fait empêche les États de forcer la collecte et la conservation de données liées en fait à l'utilisation de la téléphonie. Et donc il y avait eu une sorte voilà, d'appel qui n'a pas eu lieu. Et donc, ça impacte principalement 3 pays, donc la France, la Belgique et le Royaume-Uni. Et donc, voilà, ils ont jugé en fait que cette obligation n'était pas justifiée. Et donc, en théorie, les opérateurs de télécommunications ne pourront plus en fait collecter toutes les métadatas liées aux communications sans qu'il y ait un mandat préalable. Côté américain, il y a le Trésor américain qui a mis en place une sorte d'alerte auprès des entreprises et qui souhaiterait en fait tout simplement sanctionner les entreprises qui payent les ransomware. Donc en fait, c'est pas si jamais on paye, on est taxé derrière entre guillemets. C'est plus en fait si jamais il y a une compromission par ransomware, donc normalement il y a une déclaration qui doit être faite. Et si jamais l'entreprise souhaite finalement payer la rançon, il faut d'abord que ça fasse l'objet d'une interrogation par l'OFAC. Et donc ça doit passer en fait par l'État avant de.
C'est Je un crois qu'à peu, c'est l'origine, un en peu fait, plus c'est parce qu'il y a compliqué que c'est ça. une liste noire des cibles enfin, des comptes bancaires liés par exemple au terrorisme, vers lesquels tu peux pas faire de virement. Et en gros, effectivement, comme tu payes des rançons, parfois tu payes à des gens qui peuvent être associés à de la du crime ou de crime organisé ou du terrorisme. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu peux être condamné si tu finalement payes et files de l'argent à des terroristes. Et donc, Enfin, c'est double peine pour les entreprises, quoi. C'est c'est ça. un peu dur. En fait, tu n'es même Voir, pas censé savoir que le cybercriminel qui est en train de te rançonner potentiellement fait du blanchiment d'argent pour des terroristes. Mais bon, je pense que ça va aider le modèle économique d'une entreprise qui se proposait négociateur avec les oui, opérateurs de ransomware. oui, possible. Sinon, encore côté européen, l'Irlande demande en fait à Facebook de cesser le transfert des données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc en fait, ça fait suite à l'invalidation du Privacy Shield qui était censé un petit peu légiférer le transfert de ces données du coup vers les ressources, enfin vers les pays américains. Et donc, suite à cette invalidation, l'Irlande souhaite que les données restent en Europe et soient du coup plus facilement, on va dire, régulables. Donc, concernant les conférences, donc on avait la Virus Bulletin qui, pour cette année, n'a pas eu lieu en présentiel mais en distanciel. Donc, elle était disponible gratuitement et je crois qu'elle est encore accessible. Et donc, elle avait eu lieu du 2 au 4 octobre. Donc, la ACLU, je crois qu'elle est annulée, la conférence à venir. Et la BotConf, elle devrait avoir lieu pour 2021. Donc là, on passe aux faits divers. Je pense que vous l'avez tous vu, mais l'ANSSI a publié un document qui présente les principaux métiers de la cybersécurité. Donc, hors métier connexe, il y en a 26. Ça peut être intéressant. But du jeu, voilà, trouver dans quel métier vous êtes. J'ai pas trouvé de métier manquant. Ils sont quasiment tous, enfin, ils sont tous là, a priori. Le deuxième, ah oui, c'est rigolo, c'est un article de Brian Krebs sur en fait une personne assez connue dans le milieu de la cybercriminalité qui a posté entre autres une annonce pour recruter. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a tellement de cibles à pirater qu'il n'arrive pas à le gérer tout seul avec ses propres cybercriminels et donc qu'il essaie de sous-traiter le piratage de ses victimes parce qu'en fait, il y a trop de boulot. A priori, la conclusion, c'est que si tout le monde n'a pas encore été piraté, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pirates. Et le dernier point, moi personnellement, je trouve ça un peu dérangeant, mais c'est que Google fait avancer le monde, encore une fois, à marche forcée, un peu comme Microsoft avec Windows. Et donc, ils sont en train de déployer HTTP 3, alors que HTTP 2 vient à peine de sortir, et en particulier qui repose sur Quick, et qui permet surtout d'accélérer certains transferts parce que ça fonctionne sur de l'UDP. Et en particulier sur de la vidéo, il y a des gains de, je crois, aux alentours de 9-10%, voire un peu plus, ce qui peut être intéressant. Mais ça va assez vite alors que HTTP2 vient à peine d'être déployé. Et ce qui est compliqué, c'est que si eux déploient ça sur leurs principaux sites, ça oblige aussi tous les autres navigateurs à suivre, avec potentiellement des bugs, des failles, des problèmes. Et en gros, s'ils ont à la fois le navigateur et à la fois les sites qui proposent le contenu, les gens vont massivement plutôt aller vers ces solutions-là et donc massivement utiliser plutôt du Chrome que les alternatives à Chrome. C'est triste. Là, la catégorie un peu troll, donc il y a eu une erreur dans l'application Giggle qui était destinée à créer une sorte de safe space pour les femmes. Ce qui était la manière dont fonctionne l'inscription dans l'application, c'est qu'on est censé en fait prendre une photo qui va ensuite être utilisée pour faire de la vérification faciale par une intelligence artificielle et qui, selon l'application, n'est jamais stockée, n'est jamais gardée. Et donc, en fait, il y a un chercheur en sécurité qui a réussi à
trouvé, donc sans mandat préalable, mais il a réussi en fait à prouver que ces photos étaient bien enregistrées et même qu'elles étaient envoyées sur un serveur et qu'on pouvait y accéder sans s'authentifier. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que le processus de disclosure a été un petit peu difficile, puisque tout simplement, il a essayé de contacter directement, je crois, la fondatrice de l'application, qui ne croyait pas au rapport, en fait. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour l'envoyer. Et donc, la deuxième... En fait, c'est un article, je crois qu'avec un témoignage d'un éditeur de sécurité dont j'ai oublié le nom, et qui parle d'un certain nombre de problématiques, et en particulier d'une anecdote concernant un pirate qui, en gros, préparait un cambriolage ou équivalent de boutique de luxe, et qui, pour pouvoir passer les contrôles de sécurité, qui étaient les contrôles à empreintes digitales, a téléversé ses propres empreintes digitales dans le système. Donc, elles sont restées dans le système. Donc, c'était facile après de retrouver qui était le criminel. La dernière publication de Pentest Partner, elle a été assez particulière puisqu'elle concernait un certain type d'objets connectés qui, en fait, permettait d'interagir l'État via une API. Donc, elle permettait de bloquer ou non, en fait, ce que contenait l'objet. Et donc, via leur recherche, ils ont remarqué qu'en fait, il y avait deux grosses vulnérabilités. La première, c'est qu'en fait, il était possible de briquer en fait, l'objet connecté via Internet, via une requête d'API. Et le deuxième, c'est qu'en fait, là, vous pouvez le voir via la requête en bas à gauche, il était possible de récupérer beaucoup d'informations sur donc, le cellmate, notamment l'adresse Bluetooth, le code, le nom. Donc, on peut imaginer potentiellement ici le nom de la personne. Et donc, si jamais le device venait à être briqué, le fabricant recommande d'utiliser un tournevis pour le débloquer. Sur Twitter, on a vu des personnes qui tentaient en fait, d'utiliser cette information pour faire de l'extorsion, tout simplement. Donc, on revoit en fait une nouvelle forme de sextortion arriver. Et sinon, cet article qui était vraiment assez marrant, c'est comment en fait une personne est parvenue juste à partir d'une photo Instagram d'un billet d'avion récupérer le numéro de passeport de l'ancien Premier ministre australien. Donc, c'est des attaques qui sont connues, qui sont souvent décriées. Il faut éviter de mettre des images de carte bleue ou de billets d'avion sur Internet. Et ce qui est assez amusant dans l'article, c'est finalement comment est-ce qu'il récupère le numéro du billet et comment, suite à des contrôles de sécurité insuffisants, il est parvenu sur le site de la compagnie aérienne à récupérer le numéro de passeport du Premier ministre et comment ensuite il a réussi à communiquer la vulnérabilité auprès des différentes entités, notamment gouvernementales. C'est assez rafraîchissant à lire, c'est très direct comme façon d'écrire, c'est plutôt amusant. Ce qui est très marrant, c'est qu'il a eu très peur dès le départ d'aller en prison, et donc c'est parti d'un pari. Un copain lui a dit « Oh, toi qui es un pirate, est-ce que tu peux pirater ça ?» Et au fur et à mesure, il s'est aperçu qu'il récupérait bien trop de trucs, et il a essayé de joindre le Premier ministre par plein de moyens. Ça a pris des mois, et à la fin, il a vraiment eu le Premier ministre pour lui donner des conseils. C'est exactement ça. Le dernier, c'est la blague dont je parlais tout à l'heure, c'est que comme tout à l'heure on terminait les slides et on communiquait, on chattait en fait sur Google Doc, et en fait c'est vraiment le pire outil de chat du monde, mais en fait je me rends compte que dans le boulot, quand on travaille sur des documents ensemble, souvent on commence à chatter sur les documents et puis à se répondre mutuellement. Et donc, par contre, moi ça m'est déjà arrivé sur une proposition commerciale, bien penser à enlever les éléments avant d'envoyer le document. Et voilà, c'était le dernier slide. Le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi 10 novembre, toujours en visio, comme vous l'a expliqué JP tout à l'heure. Donc pour l'instant, nous restons en réunion essentiellement en visioconférence. Et donc du coup, pour les afterwork, on va suivre la même... vu que les bars ferment, pas avant un moment. En tout
cas, ça conclut cette revue d'actualité pour ce mois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci à tous. Et puis, merci à toi, Aurélien. Merci tout le monde. Merci tout le monde. On va couper la vidéo.